Kinshasa Direct, 29 juin 2021, à quelques heures de cette commémoration, vous le savez, du 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. Nous allons parler patrie, bien évidemment, patrie et bien sûr de ceux qui doivent faire respecter la patrie. Nous aurons donc un invité à la personne de Monsieur Christian Kaloumé, qui est chargé de communication du comité technique multisectoriel de lutte contre la patridie, CLTA, qui a organisé un atelier avec le HCR sur la revue de l'implémentation des feuilles de route provinciales pour l'éradication de la patridie. Il nous résumera dans ce Kinshasa Direct ce qu'a été ce rendez-vous qui mérite sa place dans l'actualité. Mais nous allons commencer avec une grande personnalité, notamment le conseiller spécial du chef de l'État en matière de changement de maternité. Il s'agit de monsieur Jacques Kambala Chimbombo, qui va nous parler d'un phénomène que l'on constate ces dernières semaines sur les routes de Kinshasa. L'embouteillage a toujours existé, mais l'on sent que ça baisse un tout petit peu. Et il y a des bons monsieur, quelques gaillards sur la route avec des microphones, en train d'interpeller, en train de prêcher et non de brutaliser comme on avait l'habitude de le constater il y a plusieurs mois. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On en saura un peu plus avec lui sur ce plateau. Mais bien avant, Télé 50, c'est les informations avant tout. Et c'est Jenny KMB qui nous présentera les grandes lignes de ce soir. Jenny, bonsoir et bienvenue. Merci Christopher Otiokoum. Bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. En prélude du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président des USA, Joe Biden, a écrit à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi dans une correspondance personnelle. Le chef de la Maison-Blanche encourage les efforts du dirigeant congolais et réaffirme l'engagement de son gouvernement dans un partenariat avec la République démocratique du Congo. 20 projets de loi et une proposition de loi adoptée, l'élection du premier vice-président, la présentation de 11 rapports avec les différentes commissions, la révision de 39 articles du règlement intérieur du Sénat, ainsi que la remise de matériel informatique à l'administration et au personnel politique du Sénat, sont entre autres les réalisations du bureau du Sénat pendant la session de mars clôturée. Dans le Haut-Katanga, il s'est tenu lundi 28 juin à Lubumbashi un conclave sur la paix. Des participants issus de l'Assemblée provinciale, de l'exécutif, des associations socio-culturelles, des scientifiques et des religieux étaient invités à réfléchir sur les stratégies pouvant faciliter la sécurité des personnes et des biens ainsi que la cohabitation des communautés. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma est condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice ce mardi. Cela après son refus de comparaître devant une commission anti-corruption. Lutte contre l'impunité au Mali, l'ONU dénonce et condamne la montée des cas de violations des droits de l'homme. D'après les bureaux de la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, ceci constitue un risque grave pour la protection des civils. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gloria Mbouya à la grande édition. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christopher Otiokoum. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Pour ces titres, et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va débuter tout de suite le tout premier dossier du soir avec monsieur Jacques Kambala Chimbombo. Il est conseiller du chef de l'État, coordonnateur de la cellule de changement de mentalité à la présidence de la République.
Jacques Kambala Chilombo nous a rejoint sur ce plateau. Vous n'avez peut-être pas encore vu sa figure, mais certainement ses œuvres un peu partout à Kinshasa. C'est bien le monsieur, comme on était en train de le dire tout à l'heure, derrière ces panneaux de sensibilisation sur le changement de la mentalité un peu partout dans la ville. Il est le conseiller principal du président de la République et il est chargé de la coordination pour le changement de la mentalité. Bonsoir. Bonsoir. D'entrée de jeu, j'aimerais, avant d'aborder le vif du sujet, les sujets qui nous a ramenés ici ce soir, parler un tout petit peu de cet changement de mentalité. Parce qu'on parle de ça depuis des années, en République démocratique du Congo, depuis les années Zaïre, que le problème du Congolais, c'est surtout la mentalité. Cette mentalité l'empêche d'avancer, cette mentalité et cette pierre d'achoppement pour le développement du pays. Il y a même des anecdotes comme ça, que si on prenait tous les Français, on les ramenait en République démocratique du Congo, et qu'on prenait tous les Congolais, on les ramenait en France, en 2-3 mois, on vivra la situation inverse. Donc la France deviendra la RDC et la RDC deviendra la France. Vous avez la lourde charge de conseiller principalement le président de la République en cette matière. À quoi ça consiste exactement? Merci beaucoup. Je dirais déjà, je suis coordonnateur adjoint dans cette grande coordination de changement de mentalité qui est la vision, la matérialisation même de la vision du chef de l'État de mettre au centre de son action l'homme congolais. L'homme congolais, comme vous venez de le dire, pour qu'on aspire et qu'on arrive à décoller réellement, aspirer à ces développements, ça nous prend radicalement de changer de mentalité. Changer de mentalité, c'est rejeter toute antivaleur qui aurait ruiné à la fois la gestion de ce pays, le vécu de tout citoyen. Et donc vous comprendrez que cette lutte nous amène à un travail qui est transversal. Nous commençons par la plus haute institution de la République jusqu'au dernier citoyen. Pourquoi changer de mentalité? Changer de mentalité, nous voulons sensibiliser sur cette question d'avoir en avant les valeurs républicaines, travailler sur des valeurs communautaires et aussi tout ce qui pourrait concourir à faciliter le vivre ensemble. Donc si on ne sait pas vivre ensemble, comment on peut bâtir ensemble, comme on le dit dans notre hymne national, nous bâtirons. Vivre ensemble, justement, il y en a qui confondent le fait de changer de mentalité au fait de renier la culture congolaise. Est-ce qu'il n'est pas possible d'agir en congolais, mais agir bien, avec une meilleure mentalité? C'est sûr qu'aujourd'hui, agir en congolais, c'est encore un concept à bien définir, parce que les stéréotypes sur le plan international qu'on a du Congolais, on dit c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler, c'est quelqu'un qui n'est pas productif. Un Congolais, il est dans la distraction que dans l'action. Un Congolais, il aime l'amusement, que tout ce qui est projection vers le futur. Donc, on nous a collé une étiquette de gens qui ne sont pas accrochés aux valeurs qui devraient construire une nation unie. Donc, notre culture, pour des enfants qui sont nés ces 20 dernières années, ils n'ont été exposés qu'à plus d'éléments négatifs que positifs. On risque de croire que notre culture, ce sont les injures sur la place publique. Notre culture, c'est les désordres routiers auxquels on assiste aujourd'hui. Notre culture, c'est les insanités dans la chanson. Non, avant ça, il y a eu d'autres valeurs. Et nous voulons ramener le Congolais à s'approprier ces valeurs qui ont fait jadis notre fierté au lendemain de l'indépendance. Vous parliez justement de ce désordre routier auquel on a droit pratiquement tous les jours, et c'est un des exercices, en tout cas le plus grand, que vous êtes en train de mener en ce moment. Si vous le remportez, en tout cas on a senti déjà un changement, vous auriez en tout cas gagné dans une de vos missions de changement de mentalité. C'est que l'on croit jusqu'à présent impossible au niveau de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous faire un état de lieu, un mois après, je crois, le lancement de cette campagne de civisme routier? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels résultats vous avez déjà récoltés?
Merci. Déjà, le fait que vous sachiez que ça existe, cette campagne, c'est un élément positif. Parce qu'on le voit dans les rues, on voit un monsieur avec un microphone en train de prêcher juste à côté des roulages. Il ne vient pas monnayer, il ne vient pas mendier, il n'arrête pas, il n'entre pas dans les véhicules des gens. C'est bien, vous. C'est vraiment ça l'objectif. Ce qu'on a voulu démontrer par le faire, le comment être civique tout en étant efficace. Donc, il est important que nous réalisions ensemble que le désordre routier auquel on assiste aujourd'hui qui se manifeste par une multiplication d'embouteillages à ne plus finir dans tous les grands axes de nos routes, si pas dans toutes nos routes. Cela concourt aussi parce qu'il y a des questions de besoin d'augmenter les infrastructures, mais ça concourt principalement d'un problème de mentalité. Il faudrait arriver à cultiver ces valeurs du partage de l'espace commun, qu'on arrive à se dire la route, ça se partage, la route, il y a des normes qu'on a tous acceptées dans notre société. Il y a le code de la route à respecter. Tout usager de la route devrait le respecter. Si grand fût-il ou si petit, si on peut le dire. Mais parce qu'on accuse souvent les autorités d'être au-dessus de la loi sur la voie publique. Pour prendre cet exemple-là, sur la voie publique, ils font la troisième bande ou le contresens. Ils sont plus pressés pour des raisons d'urgence. Il y a parfois même des ambulances qu'on voit bloquées dans l'embouteillage, mais une autorité en train de rentrer à la maison, il contourne. Ouais, c'est une question Ça concerne aussi les autorités, le changement des mentalités. Ça concerne quiconque. Tout usager de la route, tout citoyen doit se soumettre à la loi. Il n'y a pas d'exception. Donc nous pensons que depuis qu'on a lancé la campagne, on a des signaux assez positifs, assez encourageants. Plusieurs ont appelé et écrit à la coordination pour dire merci d'avoir pensé à cette campagne. Dans certains axes où on a pris des sites pilotes, on a trouvé une grande amélioration. Moi-même, j'étais sur le terrain encore samedi sur l'axe Kitambo et jusqu'à DGC, Maison-Bou, où je voulais voir de mes propres yeux l'évolution du travail. J'en ai vu quelques-uns à la station Ma Campagne. Voilà, parce qu'on parle des axes. La production m'a soufflé que vous aviez prévu 7 axes, mais jusque-là, vous n'êtes qu'à 2 pour le moment. On a réduit à 2 compte tenu des exigences purement d'ordre organisationnel liées aux finances aussi. Parce que, qu'on ne se le cache pas, la coordination pour le changement de mentalité n'est pas une structure qui génère des recettes, n'a pas un budget de production comme toute autre structure. Mais dans notre mission, c'est d'arriver à sensibiliser. Et nous avions commencé à sensibiliser tous les acteurs concernés par la question de la route, commençant par le ministère des Transports à la fois national et intérieur, provincial, que ce soit le ministère intérieur de deux paliers de gouvernement. Et nous sommes allés jusqu'à Saint-Père et tous les acteurs concernés par la route pour dire cette question nous concerne tous. Chacun d'entre vous, dans ces lignes, pourrait avoir un budget qui parle de la sensibilisation ou si pas vous amener sur le terrain, mettons ces efforts ensemble et arrivons à changer la mentalité du peuple. En utilisant le bénévole, ici qu'on appelle le volontaire, qui n'ont pas la mission de remplacer les Saint-Pères ou le policier de roulage, mais ils viennent en appui. Et malheureusement, le moyen n'ont pas suivi comme on l'aurait planifié. Ce qui fait que pour l'efficacité et la visibilité, il fallait réduire le nombre de sites, mettre efficace sur ces axes principaux où, quand vous intervenez, l'action est assez visible, les changements sont là. L'état des lieux nous donne qu'on avait eu raison de nous concentrer sur ces 2 sites à environ 10 axes pour l'axe, le site qui va de Tchangou jusqu'à Pont-Cabu si vous descendez. Et quittant mon magasin, on a pris à DGC, Régie des Eaux, à Lausanne et Maison Boumou. Donc tous ces axes-là nous donnent raison de dire que le Congolais a juste besoin qu'on lui dise quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire. Pour un intérêt commun, nous avons tous intérêt à être des citoyens civiques en roulant. Ça ne coûte rien de respecter les codes de la route, de se dire, lorsqu'on arrive dans un carrefour et qu'il n'y a pas de signalisation claire,
le premier arrivé, c'est le premier à partir. Il faut avoir la courtoisie au volant. Il faut avoir ce respect des passagers qu'on a dans notre véhicule. Tu ne peux pas conduire avec un tout petit peu dénudé et faisant fi à toutes les questions d'ordre sanitaire qui sont tout autour de nous. Vous ne pouvez pas remplir un véhicule qui a la capacité de 7 passagers, mettre 15 là-dedans et espérer avoir des résultats salutaires assez positifs. Non, on est en train de détruire le pays. Il faudrait que les gens arrivent à se dire qu'est-ce qu'on gagne en étant incivique. On ne gagne que le chaos. Mais si on est civique et qu'on marche en suivant les ordres, quel que soit ton rang social, on arrivera à gagner d'abord le partage équitable de l'espace, on va diminuer le nombre d'accidents, on va réduire le nombre de morts par accident de véhicule et on va cultiver dans des générations à venir une culture de l'excellence qui s'est traduite par le civisme. Monsieur Jacques, en tout cas, c'est une situation qui a longtemps perduré. J'aimerais revenir à vos motivations. Quand vous étiez en train de lancer cette campagne, qu'est-ce qui vous a fait croire d'un moment à l'autre que vous auriez un résultat vraiment concret d'ici un mois, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui? Oui, les motivations, c'est d'abord la déception d'être moi-même usager de la route, à chaque jour aller vers le travail ou venant du travail, être buté au même problème. Et tout le monde décrit ces mêmes problèmes. Ce matin, c'était comment? C'était extraordinaire parce qu'il y a eu un grand changement. On ne pouvait pas continuer à dire ça ne marchera jamais. Il faut faire partie de la solution. Et nous, on a ciblé le problème. Le problème, c'est l'homme, la mentalité. Il faut qu'on replace dans le Congolais ces valeurs-là de se dire je suis un citoyen qui doit traduire son appartenance à cette société par le respect des règles établies. Et voilà, on est arrivé à se dire aussi, dans cette campagne, il y a possibilité d'instruire non seulement la population, mais aussi les autorités qui sont appelées à gérer la question de la circulation. Et nous avons préconisé des semaines de reconnaissance où on va primer les gens qui ont excellé dans le respect des règles. Donc je me dis, si quelque part le commandant de la police qui est avec nous dans ce travail, il réalise qu'un de ces éléments, roulage placé à tel axe, fait très bien son travail, on doit les sanctionner positivement, on doit l'encourager. S'il y en a un qui le fait mal... Parce que c'est souvent pour cela qu'ils se plaignent qu'ils ne sont pas suffisamment bien payés, ils passent la journée sous le soleil et qu'ils sont obligés de rançonner quelques transporteurs, que les moyens ne suivent pas, un peu comme vous l'aviez dit. Est-ce que ça, on peut espérer que ça va également changer? À notre niveau, étant un service spécialisé de la présidence de la République, nous faisons ce qui est à notre niveau pour interpeller les autorités qui ont le côté exécutif de la chose, de pouvoir s'occuper à la fois de l'agent sur le plan de son salaire, de ses conditions de travail, mais aussi de sa formation en tant que personne. Il y a des gens à recycler. Il y a des gens que malheureusement, le constat est là et on le regrette, qui se sont retrouvés dans la police parce que la famille n'en voulait plus. Parce que la famille... Les rebuts de la société, ceux qui finissent pas suffisamment... On a déversé dans la police pas le meilleur de la famille. On se dit, tous les miens, on le met dans la police. On aurait voulu que la police ait les meilleurs de nos enfants, les meilleurs de nos citoyens. Les plus braves. Les plus braves, les plus intelligents, les plus intègres. Pourquoi pas? Donc, nous faisons ce plaidoyer-là vers tous les acteurs politico-administratifs qui ont la mission de gérer à la fois les roulages et tout autre acteur sur la régulation de la route, à bien le traiter, mais aussi à placer la sanction. Il faut que le côté coercitif devienne de plus en plus amplifié pour que le changement de mentalité soit à la fois rapide et effectif. Le Congolais est du genre à dire, ils commencent toujours comme ça, au bout d'un temps, ils vont s'essouffler. Mais dans cette campagne ici, je ne pense pas qu'on va s'essouffler. Parce que vous venez de commencer il y a un mois. On vient à peine de commencer. Est-ce que ça va tenir une année? Ça va continuer? Nous souhaitons aller le plus longtemps possible, pour autant que la sensibilisation
ne devrait pas devenir une faiblesse, mais la sensibilisation, c'est une préparation à une autre prochaine étape. Justement, c'est une campagne de sensibilisation. On a remarqué quelque chose de particulier, c'est qu'il n'y a pas de punition. Ces agents ne sont pas là sur la route pour interpeller, arracher la clé de contact, tout se chamailler avec les chauffeurs. Mais tout à l'heure, vous disiez que le Congolais, il faut toujours être derrière lui pour lui dire ce qu'il doit faire, comment et pourquoi. Est-ce que vous pensez que parler simplement est suffisant? Du côté de la coordination, dans cette phase ici de la campagne, nous optons pour la sensibilisation. Sensibiliser, c'est amener constamment à l'esprit de la personne la nécessité d'appréhender ce message-là. Mais aussi sensibiliser, c'est interpeller. Je veux dire, il y a des lois qui existent, il faut les observer. Ces lois peuvent être mises en pratique à n'importe quel moment. Mais nous pouvons vous aider à mieux les comprendre, à s'en approprier. Sensibiliser, c'est aussi mettre sur pied des mécanismes qui pourraient aider à asseoir les règles. Donc on peut dire, nous vous disons que la loi dit de faire ça, 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 pendant 3 mois. Et après 3 mois, nous vous rappelons que la loi dit, c'est quelqu'un qui a forfait parce qu'il a brûlé la lumière ou il a fauché un piéton dans la bande réservée de piétons, il écopera telle sanction. On sensibilise aussi. Donc moi, personnellement, au sein de la coordination et dans d'autres responsabilités qu'on a, je suis parmi ceux-là qui poussent et qui pousseraient encore que nous allions conjointement la sensibilisation et la sanction. Parce que le mal est profond. On n'a pas beaucoup de temps. Les gens qui sont nés dans les 20 dernières années ici, on est dans un creux. Un peu négative. On est dans un creux. Il faut des moyens efficaces, dans un temps bien record, pour qu'on arrive à avoir des résultats assez rapidement. Et on va parler des défis, parce que vous en avez au-delà de ce qui est en train de se passer actuellement. Vous aviez dit qu'avec 2 axes déjà, vous aviez eu ces résultats. Si les moyens suivent par après, vous allez avoir tous les 7 axes. C'est pour la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Qu'est-ce que vous avez comme objectif à plus long terme? Ben, c'est sûr qu'après ce projet pilote, nous voudrions nous étendre sur, pourquoi pas, tous les grands axes de la ville-province de Kinshasa et en province. Mais comme je disais, si on remarque qu'après 1 mois d'action, les résultats sont assez encourageants, à présent, on va s'asseoir, faire le bilan et se dire, oui, globalement c'est encourageant, mais quels sont les points faibles? Où est-ce qu'on va Vous en avez augmenter? décelé déjà? Oui, il y a encore un manque de collaboration d'un grand nombre de représentants de l'État, de ce qu'on appelle ici des autorités, des hommes publics. Il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas se soumettre à la loi. Je crois que ça, on va d'une manière ou d'une autre parler à la fois à l'autorité municipale, le gouverneur de la ville et tous ceux-là qui sont concernés par la question pour qu'on arrive à sensibiliser les chefs de corps comme il faut. Il y a des agents qui ont été inquiétés dans la route, par exemple, menacés, brutalisés? Mal compris, quand ils demandaient à certains de ne pas faire le U-turn, comme on dit, là où c'est pas permis, tu peux pas tourner là, tu peux pas prendre le sens inverse. Il y en a qui ont été mal compris un tout petit peu, mais ça ne nous a pas empêché d'aller, puisque les images étaient là, en appuyant ces actions, on a contacté ceux qui étaient concernés pour leur faire comprendre que personne ne peut être au-dessus de la loi. C'est vraiment un exercice encourageant. Vous parliez des prochaines étapes, Kinshasa, les provinces. Donc nous pensons l'étendre sur toute l'étendue nationale et amener la CNPR et toutes ces structures traditionnelles qui ont la mission de faire ce travail-là à mieux asseoir les stratégies qui vont remplacer les volontaires quand ils vont se retirer. Parce qu'on a remarqué un des défis, pendant que les volontaires sont là pendant la journée, la situation est normale. On circule sans problème. Dès qu'ils terminent leur shift de 18h ou 19h, à certains coins comme l'entrée Kimbuta et certains endroits, c'est tout de suite le chaos. Ça veut dire que les gens n'obéissent que lorsqu'il y a une représentation visuelle de l'autorité. Quand l'autorité n'est plus, on est dans le chaos. Or, on veut en faire une culture. Il y a certains coins du monde,
là où il y a le panneau stop, il n'y a pas un policier. Même à 4 heures du matin. Tu es seul, n'importe tu quelle t'arrêtes. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te dise arrête-toi. Non, il faut que ça devienne une culture. On n'a pas besoin continuellement d'avoir quelqu'un sur notre dos pour nous dire qu'on ne prend pas le sens opposé. C'est parce que tu mets ta vie en danger, tu mets la vie des autres en danger. Et carrément, tu es hors la loi. Donc il faudrait que le Congolais arrive à un moment donné à se dire si les volontaires, ça c'est ce qu'on veut absolument, si nos volontaires se retiraient, que ça devienne aussi normal d'être civique sur la route. Merci en tout cas pour cela, mais j'aimerais également aborder un autre sujet, monsieur le conseiller principal. Juste une anecdote si possible, vu qu'on est coursé par le temps. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez derrière cette initiative des panneaux dans la ville de Kinshasa. Quelle était l'idée derrière ces panneaux qui ont fait sensation sur les réseaux sociaux, un peu partout, on l'a vu. Quelle était l'idée derrière et pensez-vous avoir atteint la cible visée? Oui, merci beaucoup, parce que on est parti de la méthode de communication à interpellation par exposition. Le fait d'exposer un message et tu le vois, tu passes par là chaque jour, ça s'imprime dans ta mémoire visuelle. À un moment donné, ça dicte ton comportement. Donc on a aussi catégorisé le message selon les secteurs cibles. Il y a des quartiers qui sont beaucoup plus concernés par telle thématique que par telle autre. Alors, je prends un exemple. À la Gombe, lorsqu'on place un panneau sur la bonne gestion, je dis ça comme ça, une gestion responsable des deniers publics, ça sont mieux adapté que d'aller le placer à Kinshasa où il n'y a aucun bureau de l'État ou qui parle des finances. Donc je pense qu'on a tenu compte de tous ces facteurs-là. Et les termes surtout utilisés en fond noir et des écrits en rouge, Tika Moibi, Tika Kolona. Parce que la campagne sur Tika, en fait c'est une idée géniale de nos communicateurs. Ils ont pensé interpeller sans fâcher. Interpeller en créant la curiosité. Tu vois seulement hashtag Tika. Tika quoi? Et toi-même, tu peux commencer à dérouler énormément de choses qu'on doit arrêter. Et je crois que jusque-là, ça nous a réussi. Vous avez eu des bons retours, des encouragements, énormément, soutien de la population, des autorités? Énormément. C'est sûr qu'au premier mois, les gens ne connaissaient pas très bien la SSM et certains, juste poussés par des sentiments qu'on aura du mal à expliquer, qui répondent pas à la raison, ont tout de suite commencé à critiquer négativement. Oui, ça a été très critiqué. On a dit que c'était pour bouffer un peu plus le portefeuille de l'État, que ça n'en valait pas la peine, que c'était un peu une duplicité. Il y en avait déjà, ça servira à quoi? Non, mais vous vous rendrez compte que ça n'a rien à voir. Quand on regarde la loi budgétaire 2020, la ligne qui était réservée à la SSM n'est même pas un dixième de ce qu'on attendait. Donc, on ne pèse pas sur l'État. Par contre, je ne sais pas comment on pouvait quantifier l'éducation. Ça coûte combien de revaloriser quelqu'un, de reformater la tête de quelqu'un? C'est quoi le montant? Donc, nous ne pèsons pas sur l'État. Par contre, nous investissons à la fois pour le court terme et le long terme. Donc, si la question de la lutte contre les antivaleurs devient une cause nationale, tout le monde s'en approprie, on ne va pas continuer à dire il faut que ça change. Nous disons nous sommes en train de faire changer les choses. Tout le monde s'implique, on verra que ça ne coûte rien à l'État. Et je dois encore souligner un élément très important. Beaucoup de Congolais sont unanimes que les choses doivent changer. Mais cette envie-là, il y en a. Très peu veulent payer le prix de ce changement-là. On rejette toujours la responsabilité à l'autre. On a des gens qui sont en cravate et bien habillés, peut-être comme moi aujourd'hui, mais qui démontrent des antivaleurs incroyables, plus que le Koulouna qui est dans la rue. Donc la question est vraiment d'ordre national, elle est mal profond. Et que le chef de l'État, le président de la République, ait pensé créer une structure spéciale qui va avoir comme mission sensibiliser, conscientiser, vulgariser et même prévenir, travailler dans la prévention contre les antivaleurs, ça veut dire qu'il y a une vision à long terme sur quel genre de Congolais on veut avoir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans.
Ça prend d'être méthodique, d'être systématique, et ça prend un projet national pour la lutte contre les antivaleurs. C'est tout un travail. Et ce travail-là, je ne peux pas penser qu'on peut le faire seul. On a besoin à la fois des familles, des églises, des universités, tous les acteurs de la société. Tous les acteurs de la société. Il faut que tous ensemble, on se dise, ce n'est pas normal que quelqu'un se lève un matin, il va couper les câbles de l'électricité qui alimentent tout un quartier, où il y a aussi un hôpital à côté, sans penser que c'est mal. C'est pas normal. Et quand il fait ça, il vend, les gens du quartier leur disent « Ah, Yosayam Kolo ». Donc la société elle-même a standardisé, normalisé le mal. Vous avez un membre de votre famille qui est nommé ministre, toute la famille dit « Ah, cette fois-ci, Bissopeto Bonga ». Donc on est déjà en train de le conditionner à voler. Et la société elle-même se place dans des positions des antivaleurs. Et nous sommes là pour nous dire à tout le monde, ce n'est pas la voie qu'il faut suivre. Il faut suivre la loi des valeurs républicaines. Alors, le futur de la CCCM, après la campagne des panneaux, après cette campagne qui nous débarrasse petit à petit des embouteillages, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite? En gestation, on a déjà la campagne de la sensibilisation au civisme fiscal qui est déjà en sa phase préparatoire. Tous les acteurs dans ces domaines-là ont été reçus il y a 2 semaines, si pas plus, au Palais de la Nation pour placer les décors. Et donc, une fois que nous serons très avancés dans cette campagne du civisme routier, nous allons déclencher celle du civisme fiscal. Merci beaucoup pour ces informations. Nous avons été très honorés de vous recevoir ce soir dans ce Kinshasa Direct. Je rappelle, M. Jacques Kambala Chilombo, vous êtes conseiller principal du président de la République et coordonnateur de la coordination pour le changement de la mentalité. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième dossier de ce soir. On va parler de l'apatridie. C'est un concept qui a toute sa place dans l'actualité en ce moment et ce sera avec monsieur Christian Kaloumé qui est chargé de communication justement du comité technique multisectoriel des luttes contre l'apatridie. Je vous ai dit, on met à la tête de la MIBA, vous faites quoi? 3 préalables: la sécurisation du polygone, la délocalisation de la dette MIBA et la certification de réserve constituent les 3 préalables pouvant permettre une conversation crédible avec des investisseurs sérieux pour parler enfin de la relance véritable de la MIBA, tout en ayant à l'idée qu'il faudra restructurer le système de l'actionnariat MIBA, que l'État baisse peut-être à 40%, que l'État ramène l'autre actionnaire de référence qui a été poussé à la sortie, peut-être à 20 ou 40. Deuxièmement, il faudra également s'occuper de la dette. Il faudra délocaliser la dette, la mettre à l'OGEDEP ou la mettre comme ça. Modifier l'actionnariat, rappeler la CBK, parce que c'est une évidence, laisser la MIBA free, donc libre de tout engagement de dette. 3 préalables avant d'aller dans le débat même d'investissement. Il faut sécuriser le polygone minier. Le deuxième point, c'est la délocalisation de la dette. Le troisième point, alors enfin, on peut certifier les réserves. Pourquoi c'est la commune? Mais ce qui va, il va la commune, il va gérer force. Papa, beaucoup de monde, lobby, mais Botala, comment gouverneur Chantini Mobila a réussi à changer la macadam na makala. Pour la première fois, gouverneur Moko Salamote, c'est spirituel. Le kana makala tunabad. Zelwane so mati monga fula. Muto akomane lokole loko moko ya pamba te. Et quoi ça na bato ba koti prier na makala wana. Zamba yeko toucher gouverneur. Toute autorité vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis sincèrement, gouverneur Ngobila azalia ko féliciter. Asali kambu oina no salamete des années. Je le disais tout à l'heure, l'apatridie, comme la définition latine voudrait le dire, il s'agit d'une situation où l'on se retrouve sans
patrie. Est-il possible de se retrouver dans cette situation? On va parler de ce concept dans ce deuxième dossier du soir avec Monsieur Christian Kaloumé, comme j'ai dit tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes chargé de communication, comme je vous ai présenté, du comité technique multisectoriel de lutte contre l'apatridie qui a organisé récemment, c'est-à-dire le 10 juin, un atelier en compagnie avec le HCR sur ce sujet notamment. De quoi s'agissait-il? Je voudrais, avec votre permission d'entrée des jeux, apporter un petit rectificatif. Je suis Christian Makambo-Magno. Christian Makambo. Christian Makambo-Magno, je suis assistant aux opérations et chargé des protections au sein du comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC. C'était là en abrégé. Et puis je suis expert et formateur en état civil, nationalité et apatridie. Ça c'est très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, au-delà de la définition latine, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'un apatride? Comment est-il possible de ne pas avoir de patrie? Et il faut naître en dehors de la Terre parce que la Terre est composée de pays. Comment on se retrouve dans cette situation-là en est sans patrie? En tout cas, c'est une très bonne question parce que ça ne peut pas se concevoir un être humain qui est censé naître dans un territoire déterminé, qui est dirigé par un pouvoir public, ne puisse pas avoir la nationalité. C'est une très bonne question, mais il faut dire que l'apatridie est définie par la Convention de 1954 relative au statut d'apatride comme un individu qui n'est reconnu comme ressortissant d'aucun pays par application de sa législation. En termes clairs, un apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas de nationalité. C'est une personne sans nationalité. Comment peut-on concevoir qu'une personne puisse ne pas avoir la nationalité? Ça peut arriver, il y a plusieurs cas de figure, notamment grosso modo, parce que je ne suis pas appelé à m'étendre davantage sur les causes structurelles et conjoncturelles de l'apatridie. Je peux épingler ici 4 causes. Allez-y. Les défaillances législatives sur la nationalité. La deuxième cause, la mauvaise gestion ou les mauvais systèmes de gestion de l'état civil, comme c'est le cas en RDC, l'ignorance des personnes sur les enjeux qui entourent la nationalité et l'enregistrement de naissance à l'état civil, et enfin la négligence des parents sur la nécessité d'enregistrer les naissances des enfants à l'état civil. Voyez-vous. En RDC, s'il faut être un tout petit peu précis, la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, si vous la scrutez très bien, vous allez remarquer qu'elle est porteuse de germes de l'apatridie. Je peux vous donner un exemple. Non seulement allant des 4 causes que vous venez de citer, je me rends compte qu'il doit bien avoir beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont congolais, mais qui ne le sont peut-être pas. Absolument, absolument. En fait, la nationalité est une entité attributive et non déclarative. Il ne suffit pas de déclarer que vous êtes congolais, que vous avez la nationalité congolaise pour l'être. Parce que la nationalité est une question de droit, au-delà évidemment d'être une question sociologique. La loi de 2004, à laquelle je viens de faire allusion, à son article 42, n'institue qu'une seule preuve de nationalité, qui est le certificat de nationalité. Alors la question qu'on doit se poser, combien de Congolais disposent-ils de certificat de nationalité? Vous voyez, c'est la seule preuve de nationalité congolaise en RDC. En principe, pour avoir cette preuve de nationalité, qui est le certificat de nationalité, il faut disposer d'un acte de naissance. Parce que de l'acte de naissance, vous allez remarquer qu'il y a des éléments fondamentaux qui permettent d'établir la nationalité congolaise. Il y a d'une part la filiation, c'est-à-dire à travers un acte de naissance, on sait établir de qui l'enfant ou de qui un individu est descendant. C'est-à-dire on sait savoir la nationalité des parents de celui qui possède l'acte de naissance. Deuxième élément, c'est le lieu de naissance. Voyez-vous. Alors il se trouve que, justement, il se trouve que les lieux de naissance et l'affiliation sont là les 2 critères fondamentaux qui indiquent que telle personne est congolaise ou pas. Voyez-vous. Maintenant, ces 2 critères-là permettent de prouver l'affiliation et le lieu de naissance, mais il ne faut pas se limiter à l'acte de naissance. C'est vrai, l'acte de naissance est générateur de ce qu'on appelle l'identité juridique. À partir de l'acte de naissance, un individu commence à exister juridiquement. Mais pour maintenant avoir la nationalité congolaise, au-delà de l'acte de naissance, tout individu est censé se procurer ce qu'on appelle les certificats
de nationalité. Quel risque-t-on? Je suis un tout petit peu curieux, j'aimerais savoir, une personne qui n'a pas de nationalité est en train de courir quel risque? Est-ce qu'on peut aussi décider aujourd'hui de se passer d'une quelconque nationalité? On dit que moi je ne suis personne, je ne suis pas congolais, je ne suis pas rwandais, je ne suis pas français, je suis personne. Au fait, la patrie n'est pas un choix, voyez-vous, parce que la nationalité est un droit humain fondamental. L'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité. Voyez-vous? Et même lorsque un individu veut renoncer à sa nationalité, son état d'origine est censé se rassurer que la personne qui est actuellement son national, en renonçant à sa nationalité, a de garanties suffisantes d'acquérir une nationalité étrangère. Voyez-vous? Parce que la patrie a des conséquences incalculables, notamment sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Voyez-vous, vous avez sur votre territoire, je parle d'un État, des personnes qui n'existent pas juridiquement. C'est-à-dire, elles s'élancent évidemment à l'économie informelle et que cela ne profite pas à l'économie nationale de l'État. Et puis ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas de nationalité, naturellement, ils auront tendance à se coaliser pour s'affirmer. Et cela peut porter atteinte à la sécurité publique. Voyez-vous? On s'est retrouvé un tout petit peu dans une situation comme ça. Le président de la République, pour citer des questions d'actualité, affirmait que les Banyamulenge étaient bien nos frères, mais dans l'opinion, il y a d'autres leaders qui faisaient croire autre chose. Puis à gauche, à droite, et on s'est retrouvé dans ce grand débat qui a failli causer des malheurs récemment dans le pays. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Vous voyez, dans notre pays, la nationalité a toujours fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hein. C'est la raison pour laquelle le comité en a pris bras le corps en mettant en place ce qu'on appelle une commission ad hoc chargée de réfléchir sur la révision de la loi de 2004 sur la nationalité congolaise, afin de capter toutes les dispositions qui tendent à exposer les Congolais à la patrie. Justement, c'est ce que j'allais poser comme question. L'état des lieux, c'est que les Nations Unies, parce que vous avez cité la Déclaration universelle des droits de l'homme tout à l'heure, c'est que les États-Unis pensaient de ce qui se passe en République démocratique du Congo à ce sujet et quelles pistes de solutions, au-delà de cette modification, l'on peut mener pour résoudre ce problème. Au fait, la piste de solution est déjà trouvée par l'État congolais. Parce qu'il faut rappeler, c'est le lieu vraiment de le rappeler, l'État congolais s'est engagé à travers la déclaration dite de Brazzaville du 17 octobre 2017 au niveau de Brazzaville pour éradiquer la patrie au niveau de la région de la CIRGL. Voyez-vous? Et puis la RDC s'est en outre engagée à éradiquer ces fléaux à travers les initiatives d'Njamena en date du 12 décembre 2018. En gros, pour éradiquer la patrie, il faut d'abord que la RDC puisse adhérer aux conventions des Nations Unies sur la patrie. Il s'agit d'une part de la Convention de 1954 relative au statut d'apatride et d'autre part de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatride. Évidemment, la RDC doit aussi réformer son cadre législatif sur la nationalité conformément aux dispositions personnelles de cette convention. Et le comité actuellement est en train de travailler sur l'élaboration du plan d'action national de lutte contre la patrie qui aura l'avantage de détailler les activités précises et efficaces qui devront être mises en œuvre, évidemment avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de manière à ce que ces fléaux qui est la patrie soient éradiqués sur toute l'étendue de Parce que c'est cela justement que j'allais poser comme l'autre question, c'est que le comité technique multisectoriel de lutte contre la patrie effectuait exactement comme travail à son niveau ici en République démocratique du Congo, ce que vous avez évoqué dans cet atelier et on croit comprendre déjà ce que c'est. Justement, en fait, l'atelier, je voulais même rebondir sur ça, que le comité a organisé il y a peu, consistait au fait à évaluer l'effet de route provinciale pour l'éradication de la patrie à l'horizon 2024, que 4 provinces jusque-là se sont dotées. Il s'agit de la province du Tanganyika, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Alors, il était question, après une période de mise en œuvre, que c'est les délégués des différentes provinces qui ont été invités à Kinshasa du 10 au 11 juin au niveau de l'hôtel Vénus, évidemment, pour évaluer les niveaux de mise en œuvre de l'effet de route, évidemment pour faire état de difficultés opérationnelles
des défis opérationnels auxquels chaque province est confrontée, de manière à ce qu'ensemble avec les comités et les hauts commissaires des Nations Unies pour les réfugiés, il puisse être redéfini les nouvelles stratégies, des nouvelles approches afin d'éradiquer effectivement... Parce qu'il y a bien des provinces, des régions ici en République démocratique du Congo, malheureusement, en 2021, où l'on constate l'absence de l'autorité. Donc on peut bien avoir un enfant, mais on ne sait pas où l'enregistrer, par exemple. C'est ça le vrai problème en RDC. Vous vous souvenez, je venais de parler des 4 causes de la patrie. J'ai évoqué tantôt la mauvaise gestion du système de l'état civil en RDC. Vous voyez, il y a des statistiques claires qui ont été fournies par l'Institut national de la statistique qui font état de 40,1% des enfants en RDC qui sont enregistrés à l'état civil. La question qu'on doit se poser, où sont partis les 60%? En réalité, les 60% là sont des personnes qui sont à risque d'apatridie parce qu'elles ne seront pas en mesure de prouver d'abord qu'elles sont congolais, qu'elles sont congolaises, et parce qu'elles ne détiennent pas des documents qui permettent de les identifier. Un individu ou une personne qui n'a pas d'acte de naissance, c'est une personne qui est à risque d'apatridie parce qu'elle ne sait pas prouver que ses parents sont de nationalité congolaise et que cette personne ne sait même pas prouver qu'elle s'appelle telle, elle est de telle tribu. Il ne suffit pas de le déclarer, il faut le prouver. Il faut absolument le prouver. Comme je dis, en fait, la nationalité comme l'identité juridique sont des entités qui sont attributives. On ne déclare pas être congolais. On ne déclare pas être de telle tribu. Il faut prouver. Vous vous souvenez, l'article 114 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant dit que tout enfant a droit à une identité dès sa naissance et que l'identité comprend les noms, le lieu et la date de naissance, les noms des parents et la nationalité. Tous ces éléments que je viens de citer doivent être contenus dans l'acte de naissance. Or, quand vous n'avez pas l'acte de naissance, vous ne saurez pas prouver que vous avez tel nom, que vous avez tel parent qui ont telle nationalité, que vous êtes né à telle date et en tel lieu. Ça, c'est très bien. Et j'aimerais savoir quand même, Monsieur Christian, toujours en question d'actualité, est-ce que vous avez évoqué la polémique qui bat son plein en ce moment, notamment pour l'accession à des charges de souveraineté dans le pays, comme la présidence de la République ou la République, il faudrait être congolais de père et de mère. C'est un débat lancé par un politicien. Est-ce que vous aviez évoqué ça dans cet atelier ? Au fait, là, c'est une question qui est éminemment politique, il faut le dire. Vous voyez, le terme congolité, ce n'est pas un terme qui est légal. Vous ne trouverez ce terme nulle part, ni dans la Constitution, encore moins dans la loi organique qui traite de questions de nationalité. Voyez-vous. Mais j'imagine que celui qui porte ces combats fait allusion au fait d'être congolais d'origine. Voyez-vous, la nationalité congolaise est une question qui est vraiment réglé par du test de loi, voyez-vous. Et congolais d'origine, c'est qui d'abord? Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu la RDC. Là, c'est le premier critère, c'est le critère sociologique. Le deuxième critère, c'est de naître au moins d'un de parents congolais. Ce qui veut dire, le fait qu'une personne soit née au moins d'un de parents qui est congolais et congolais d'origine. Voyez-vous, maintenant l'approche de celui qui parle de la congolité serait tenté de nier la qualité des Congolais d'origine à celui qui descend d'un de parents congolais. Au fait, cette approche voudrait que pour être Congolais d'origine et puis être, je veux dire, avoir la possibilité de candidater à la présidentielle, il faut naître de 2 parents congolais. Voyez-vous, je crois que c'est un peu hasardeux parce que la personne ignore un tout petit peu comment est-ce qu'on est arrivé à avoir cette formulation-là qui est contenue dans l'article 1er de la Constitution, qui voudrait dire que tout est congolais d'origine, toute personne qui descend, qui relève des groupes ethniques dont les personnes et territoires constituent ce qui est devenu la RDC à la date de l'indépendance. Voyez-vous, donc ce n'est pas par une baguette magique que vous venez et vous dites que voilà, ne peut candidater à la présidence que la personne qui est des 2 parents congolais. C'est très compliqué. Ça peut encore nous plonger dans des velléités sécessionnistes, dans des guerres inutiles. Je crois qu'au stade où nous sommes,
nous avons l'obligation d'avancer plutôt que de reculer. Merci beaucoup, monsieur Christian, en tout cas, pour ces informations. Je rappelle que c'est monsieur Christian Makambo Moigno et pas monsieur Christian Kaloumé, comme je l'avais confondu au début. Vous êtes assistant aux opérations et chargé de protection au CTLA. Merci d'avoir répondu à ces questions et d'avoir éclairé la lanterne de, j'espère, beaucoup de téléspectateurs. Je vous en prie, merci. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue pour ce magazine Vespéral Kinshasa Direct qui a débuté depuis 18h à Kinshasa. Tout à l'heure, vous aurez la grande édition du journal. J'espère que la sélection des invités aujourd'hui vous a plu. Vivez heureux, vivez 100 ans et restez branchés sur Télé 50.